Je ne sais pas pour vous, mais ce que je préfère regarder dans les courses, c'est les batailles dans des cols hors catégorie. C'est donc naturellement que nous avons fait un récap des cols les plus impressionnants. Si vous demandez à la plupart des cyclistes pro quel est le plus difficile à gravir, la majorité vous dirait Monte Zoncolan. Et il est difficile de prétendre le contraire. Statistiquement, c'est impressionnant. 10 km 5 avec une moyenne de 11,5%, ce qui est déjà assez difficile. Mais les 8 derniers kilomètres ont une moyenne d'environ 15%. La partie la plus difficile du Zoncolan d'Ovara a figuré 5 fois dans le Giro d'Italia. Et le Giro Rossa, une fois, remporté récemment par Chris Froome et Annemiek van Vleuten. Angliru. C'est probablement la seule montée qui peut concurrencer le Zoncolan en termes de pourcentage. L'Angliru affiche une moyenne de 9,8% sur 12 km 5 avec un dénivelé maximal de 23,5%. Tous ceux qui ont eu la chance de gravir ce col vous diront qu'il est vraiment impressionnant. Et peu sont les prétendants à s'approcher du com de Roberto Hera avec un chrono de 41 minutes et 55 secondes. Le mur de Sormano en Lombardie. Entre 1960 et 1962, mais en 1962, il a été décidé que l'ascension était trop difficile pour que l'on s'y intéresse pour des vélos de course. La montée n'a été réintroduite dans la course qu'en 2012, une fois que la route a été entièrement refaite. Il est intéressant de noter que la route est maintenant peinte avec des citations et des temps de coureurs des années 60. Qu'en est-il des statistiques? Le mur fait que 1,7 km de long, mais il affiche une moyenne de 17,5% et un maximum de 25%. Le com est actuellement détenu par Vincenzo Nibali et Thibaut Pinot avec un temps de 8 minutes 16. Le Ventoux, le géant de Provence, est l'une des plus belles courses de l'histoire. Et il ne doit pas sa réputation aux moments emblématiques qui se sont déroulés sur ses pentes, il figure sur la liste parce qu'il est tout simplement très dur. L'ascension du côté de Bédouin, le plus couramment emprunté, peut être divisée en 3 sections. Les premiers 5 km 5 ont une pente moyenne de 4,4% juste pour vous échauffer. Les 9 km 5 suivants vous casseront vraiment les jambes avec une moyenne de plus de 9%. Et les 6 derniers kilomètres n'affichent qu'une moyenne légèrement supérieure à 7%, mais à ce stade vous êtes déjà bien entamé, souvent exposé à de rudes conditions météo. Si le Koppenberg avait une route normale, goudronnée, elle serait déjà très difficile. 600 mètres de long, une moyenne de 11,6% et un maximum de 22%. Mais le Koppenberg n'est pas une route normale. Au lieu de cela, la surface de la route est constituée de pavés parmi les plus durs et les plus glissants que l'on puisse trouver dans les courses. Le simple fait d'arriver au sommet du Koppenberg est déjà un exploit en soi. Lors du Tour des Flandres, un grand nombre de pros finissent l'ascension à pied. Avec le Alto dell'Ettra, nous sortons maintenant de l'Europe. L'Alto dell'Ettra ne pouvait pas être plus différent du Koppenberg qui est court et escarpé. Il est tout simplement à part. Il fait 80 km 7 de long, sur cette distance les coureurs grimpent 3187 mètres, ce qui donne une moyenne de 3,95% et un maximum de 11%. Il a été couru lors de la Vuelta Colombia, difficile d'imaginer son ascension en course. Le Mont Wuling n'est pas une montée que beaucoup de gens vont connaître, mais vous avez peut-être entendu parler de la course qui a gravi le Mont Wuling, la plus haute montagne de Taïwan. Le Com Challenge de Taïwan est sans aucun doute l'une des journées les plus difficiles que vous puissiez passer sur un vélo. Du moins, c'est ce que certains disent. Sur 105 km, les coureurs grimpent 3275 mètres, ce qui rend le parcours un peu moins raide que l'Alto dell'Ettra. Ces 8 derniers kilomètres ont une moyenne de 17% avec une pente maximale de 27,3%. Nous sommes maintenant dans les Alpes avec le Passo Mortirolo, une des ascensions les plus dures du Giro d'Italia. Le Mortirolo est en moyenne à 10,5% sur 12 km 4 avec une pente maximale de 18%. Parcouru 10 fois dans le Giro du côté Maso Valtellina. Souvenez-vous de l'incroyable course de Contador lors de la 16e étape du Giro 2015 avec sa crevaison au pied de l'ascension.
Le plateau de Solaizon est un autre col méconnu, mais qui devrait vraiment être dans l'objectif de plus de personnes. Solaizon n'a été couru que 2 fois, la plus célèbre étant l'étape finale du Critérium du Dauphiné 2017 où Jakob Fuglsang a arraché la victoire à Richie Porte. Solaizon affiche une moyenne de 9,2% sur 11 km 3, dont 2 km à plus de 11% en montée. L'Alto de los Machucos est une pente raide même pour les standards de la Vuelta. La pente moyenne de l'Altos de los Machucos est un peu trompeuse, avec une moyenne de 8,7% sur 7 km 2, mais le dernier kilomètre est en descente. À environ 2,5 km de l'ascension, la route monte à 28% et à ce moment-là, elle n'est même plus goudronnée. Au lieu de cela, il y a des dalles en béton pour permettre aux véhicules d'atteindre le sommet. Voilà, c'était notre top 10 des montées les plus dures du cyclisme professionnel. Dites-nous en commentaire celles que vous avez aimées et celles que vous rajouteriez à la liste. On se retrouve très vite sur GCN en français pour de nouvelles aventures. Ciao!